Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo que j'ai déjà parlé, qui va être la première d'une série qui va concerner le développement en informatique, justement en utilisant un outil que j'ai développé, que j'ai déjà présenté dans les anciennes vidéos. Donc, comme on en avait parlé, du coup j'ai développé une API, j'ai déjà montré puisque c'est un jeu, mais c'est aussi une API qui va permettre aux débutants de pouvoir s'entraîner et utiliser les compétences qu'ils vont apprendre au fur et à mesure de code pour pouvoir par exemple manipuler et tester on va dire tout ce qu'ils ont envie de faire. Parce que on en reviendra un peu plus tard. Actuellement l'API elle a été toujours présentée en mode justement avec des commandes assez simples, d'accord, qui sont manuelles. Ça veut dire qu'à chaque fois, on utilise du coup le client que j'ai déjà présenté. Alors il est où? Voilà. Donc on utilise par exemple dans le client que j'ai mis en description, enfin, qui a le lien, qui a le GitHub, c'est un dépôt que vous pouvez télécharger, qui sert juste d'exemple, de tuto pour pouvoir utiliser et comprendre comment l'API fonctionne. Et du coup, avec cette API, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, on va pouvoir par exemple faire un site web. On utilisera le framework du coup Django qui nous permettra, qui est en Python. Donc du coup, on aura aussi un petit peu de programmation en Python. De toute façon, on va sûrement en voir dans cette vidéo. Je ne sais pas encore combien de temps va durer la vidéo parce que du coup, on va vraiment rentrer dans le fait de pratiquer. Donc là, on va voir vraiment les 5 concepts fondamentaux au niveau programmation qu'on a déjà vu, que j'ai déjà présenté. Donc je remasterise un peu toute la vidéo, d'accord, qui est un complément à la formation gratuite que j'ai déjà sur mon blog, d'accord. Et bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une formation programmation en plus en Go, mais pas que, puisque après on parle aussi de développement, d'application, il y a aussi d'autres ressources. Et bien sûr, c'est une formation qui est accessible à vie et qui aura du contenu qui revient souvent, donc de toute façon, et qui sera en fonction aussi des demandes de ceux qui participent à la formation. Ça veut dire que selon les interrogations, selon les besoins qu'auront au fur et à mesure tous ceux qui participeront à la formation, du coup, je pourrai ajouter du contenu. Ça, c'est vraiment pas un souci selon selon ce qui intéresse chacun. Du coup, dans cette vidéo, alors avant d'attaquer tout ça, on va partir sur vraiment les bases de la programmation en voyant les trucs les plus simples, hein. Donc, comme je vous ai dit, d'abord, on va voir des trucs très simples avant de passer à des étapes assez compliquées. Donc, en premier, on a les variables, les structures de contrôle, d'accord. Les variables, c'est ce qui va nous permettre de stocker toutes les informations. De toute façon, on va le voir tout de suite après. On va voir les structures de contrôle qui vont nous permettre justement de vérifier justement nos valeurs ou effectuer des conditions. On va faire des boucles, autre chose. On a des opérateurs arithmétiques qui vont nous permettre de faire des calculs, d'accord, donc tout simple, hein, plus, moins, d'accord. Les opérateurs de comparaison aussi qui vont pouvoir nous faire des différences entre nos variables, par exemple. Si j'ai une variable à 5 et que dans ma condition je dois vérifier que la variable est bien au-dessus de 5 pour effectuer telle ou telle action, dans ces cas-là, par exemple, j'utilise un opérateur de comparaison. Et ensuite, on a les fonctions, d'accord, qui est tout simplement un regroupement de code qui va effectuer ce qui a été programmé à ce moment-là, du coup, que l'on peut appeler avec une fonction, et qui va se retrouver dans des librairies, comme on a déjà utilisé, du coup, parce que maintenant, voilà, comme je dis, même si vous allez apprendre, du coup, la base, ce qui est important pour comprendre, ensuite, vous n'avez pas à réinventer la roue. Maintenant, on est en 2023, en plus, donc on a énormément de contenu, et en plus de ça, on a énormément de librairies, de frameworks, tout déjà du code que vous pouvez implémenter. Le truc qu'il y a, c'est que par exemple, il est important de pouvoir comprendre comment les choses fonctionnent, comme on a pu voir dans la vidéo de ChatGPT, ou par exemple dans l'exemple, je n'ai pas de grosses connaissances en React Native, je sais à peu près comment ça fonctionne, mais très basiquement, mais ça me permet du coup de pouvoir implémenter du code que je trouve, l'intégrer ici, d'accord, et ça permet de rester concentré sur le développement de votre application. Parce que par exemple, si on prend l'exemple, même si on n'est pas encore dans la partie application, mais vous avez envie de coder, on va dire une application
Je vais prendre un exemple qui revient pas mal. Par exemple, il y a beaucoup de restaurations, des petits snacks ou quoi que ce soit, qui par exemple ne veulent pas utiliser Uber ou veulent utiliser une alternative, et certains même, j'en ai même connu, qui n'étaient pas développeurs, ont appris un peu à coder vite fait et tout pour pouvoir coder juste cette application, et ils ont fait leur propre application de livraison. Donc des coups les gens commandent directement comme si c'était Uber, mais sauf que c'est l'application du snack, et c'est lui qui gère du coup à ce moment-là. Donc par exemple là c'est un exemple, et bien sûr dans ce cas-là, il va vous falloir une application mobile, d'accord, mais il va aussi falloir un back-end, parce qu'il va falloir aussi une API. Peut-être que vous allez avoir aussi un site web directement pour ceux qui ils préfèrent commander depuis Internet, d'accord. Donc la plupart ils vont avoir les deux. Par exemple, vous allez avoir l'application mobile, le site Internet qui vont utiliser la même API, qui va vous permettre, on va dire, justement, de pouvoir gérer votre application directement depuis deux applications. C'est-à-dire que vous avez l'application mobile et le front-end, par exemple, qui va utiliser la même API pour effectuer les mêmes actions. Du coup, vous gagnez un peu de temps au niveau de votre algo, parce que si vous faites deux trucs différents, ça fait deux trucs. Donc, c'est beaucoup de code quand on crée une application complète, mais vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure, parce que c'est comme un scénario. Ça veut dire que votre code, on va le voir de suite, votre code, quand vous l'écrivez, rien n'arrive tant qu'il n'est pas exécuté. Donc au final, c'est au moment de l'exécution, donc c'est un petit peu comme si vous écrivez un scénario, donc s'il y a ça, il va se passer ça, ensuite tu fais ça, ensuite allez on va faire ceci, ensuite on va tester ça, et ceci, et cela, et ainsi de suite. Et bien sûr, donc le code il va avoir un point de départ, comme des fois il peut avoir plusieurs points de départ, parce que d'un coup, parce que vous avez juste un menu, donc tout dépend un peu comment on s'est construit, mais n'oubliez pas que à chaque fois, du coup, qu'il va se passer quelque chose de votre application, donc pour l'instant l'application elle est juste ouverte, par exemple, il n'y a aucune action, donc pas d'appui sur un bouton, sur un menu pour aller sur une autre vue, aucune action, donc il ne se passe rien. Donc du coup maintenant, si vous avez la vue profil sur votre application, quand vous cliquez dessus, l'action de ce bouton doit faire en sorte d'appeler par exemple l'API qui va récupérer tout le profil et ensuite l'afficher. Voilà ce que le code fait. Mais par contre, votre code, il ne va jamais être exécuté si on ne l'appelle pas. Donc, c'est pour bien comprendre comment les choses elles peuvent fonctionner, c'est que vous allez vraiment, au fur et à mesure, écrire votre logique ligne par ligne. D'accord. Donc pour l'instant, on va rester simple parce qu'on peut envoyer plusieurs instructions en même temps, mais là, on va rester ligne par ligne. Et ça va vous permettre de pouvoir, du coup, créer votre scénario, parce que vous allez écrire votre histoire. Quand vous écrivez du code, vous écrivez une histoire. C'est-à-dire qu'il va se passer plein d'événements, il va se passer ci, ça, ça. C'est à vous d'imaginer, donc c'est là où il faut se concentrer. Vous devez imaginer un petit peu comment les choses bougent. Alors c'est pour ça que déjà, il faut comprendre. Donc dans ma formation gratuite d'ailleurs, j'ai aussi, pour ceux qui ont du mal encore avec les bases du fonctionnement de l'ordinateur et tout, il y a la première partie justement qui tourne tout autour de ça, fonctionnement des réseaux, d'accord, parce que c'est important de savoir comment les ordinateurs communiquent entre eux à travers Internet. Et pour vous expliquer à quel point en fait il n'y a même pas de retard, d'accord, on va se prendre je vais vous montrer, le réseau Internet, d'accord, fonctionne sur un protocole qui s'appelle TCP. Ce protocole, on est en 2023, ce protocole, je vais mettre l'année, voilà, depuis 1983, d'accord, c'est le même protocole qui est utilisé pour Internet, d'accord, donc rien n'a réellement changé vraiment, c'est-à-dire que les bases sont là, donc on a des ordinateurs plus rapides, de la mémoire plus grande, mais le fonctionnement des ordinateurs que l'on utilise, que ce soit de la programmation ou tout ça, c'est toujours la même chose. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de retard à commencer même maintenant, même mieux, parce que au final, vous vous retrouvez encore avec beaucoup plus de contenu, que ce soit de tutos, des cours, des livres, des formations, et bien sûr plein de frameworks, plein d'outils, parce que maintenant on peut partager, donc c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet avec les variables. Donc, vu qu'on va attaquer un peu la programmation, je vais mettre en lien en description le lien en description de Replit. C'est voilà, c'est juste, vous allez pouvoir avoir un IDE en ligne. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent pas s'embêter
à installer, par exemple, qui veulent juste commencer à coder comme ça sans installer tout, parce que dans mon cas à moi, vu que je vais l'utiliser sur la machine, d'accord, il faut que vous puissiez installer, d'accord, vous téléchargez Goland, ça vous permettra de pouvoir exécuter votre code. Parce que le langage de programmation, comme l'on peut voir ici, d'accord, ceci, c'est fait pour l'humain. La machine ne comprend pas ce code, entre guillemets. Il a besoin, le code qui est actuellement là, vu que là je suis en Go, c'est un langage compilé. Donc lui, il va être compilé. Il peut être interprété. D'accord. Si je prends le cas de Python, d'accord, je prends Python, je peux le démarrer en ligne de commande, directement. Et si je fais A est égal 5 par exemple, ok, et que je fais print A, ça c'est une variable, hein, on l'avait vu. Vous voyez, donc je peux déjà exécuter du code directement en console Python, puisque c'est un langage interprété. Bon, c'est pas pratique d'écrire un code comme ça, mais c'est pour vous montrer que du coup, je peux directement exécuter, alors même si je crée une fonction, alors les fonctions par exemple que, ça on le verra à côté, vous savez quoi, on le verra côté fonction, on va pas se perdre, on va déjà commencer par les variables tout simplement. Donc, vous ouvrez, par exemple, vous allez sur Replit. Alors là, on est sur la partie pour ceux qui n'ont pas d'IDE. Si vous avez Visual Studio, par exemple, ou JetBrains comme moi, d'accord, mais que vous n'avez pas Goland, il vous suffira d'installer Goland si vous voulez suivre le même cours que moi, du coup. Après avoir créé un compte sur Replit, d'accord, vous pouvez créer un projet. Donc moi, j'avais déjà créé un, mais là, par exemple, dans ce cas-là, si vous voulez suivre, on va faire du Go, d'accord. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vous donnez un titre et tout, et à un moment donné, bah, vous allez vous retrouver là-dessus. Donc vous aurez votre code directement, vous voyez, il a fait directement un premier code de base avec une fonction main principale, donc ça c'est au démarrage, c'est comme par exemple, pour le langage C, c'est la même chose. On a premier démarrage, voilà, on a un Hello World, hein, très basique. Voilà, donc vous pouvez du coup exécuter votre code ici. Bien sûr, vous avez d'autres langages, du coup ça vous permettra, ils sont où les Home, voilà, create. Du coup, vous pouvez créer d'autres petits projets déjà de base avec d'autres langages de programmation directement. Voilà, du coup au moins ceux qui n'ont pas d'IDE mais qui veulent juste par curiosité commencer un peu à coder, voilà, vous avez un IDE directement et aussi du coup avec une console. C'est intéressant parce que dans une des vidéos, on verra aussi la console, hein. Je l'ai présenté dans ma formation qui est gratuite mais de toute façon on va revenir dessus. C'est important d'utiliser la console, d'accord, du système, de savoir utiliser, voilà, savoir comment elle fonctionne exactement et qu'est-ce que c'est. Mais ça on le verra du coup dans une prochaine vidéo. Mais du coup, c'est normal que des fois, j'utilise directement la console, d'accord. Sur l'IDE ici, vous pouvez appuyer sur Go Run, mais je crois que peut-être que je peux faire un... Vous voyez, on peut le lancer aussi en ligne de commande, mais eux, ils ont mis le bouton. D'accord. C'est parce que moi, du coup, de mon côté, avec l'IDE, on va le faire du coup avec un bouton. Du coup, je vais prendre un projet, de toute façon, je vais prendre un fichier tout basique. Voilà. Ok. Et puis, comme il démarre du coup sur Replit, hein, comme on peut voir là, voilà. Ok, sauf que moi j'ai rien affiché, d'accord. Donc si mon code se lance, il ne se passe totalement rien, d'accord, puisqu'il va juste passer par la fonction et s'arrêter. Même pas. Ah, normal que je me suis gouré. Je suis pas dans le bon dossier. Allez, on efface cette connerie. D'accord. Ah non. Go aussi de fichier. Voilà. Donc on voit que bon, l'autre fichier par exemple qui avait du code dedans, il s'est exécuté. C'est un test. Et lui il a rien. D'accord. Donc on va pouvoir commencer par les bases, par les variables. Alors, par exemple, là j'ai juste mis un exemple, du coup, trois variables, d'accord, qui ont un type, d'accord. Alors certains langages de programmation vont typer les variables, d'accord. Donc ça va être important que les données, donc ça veut dire c'est à quoi correspondent ces données. Donc là je vais vous donner l'exemple. On part par exemple d'un type int, d'accord, un integer, qui va contenir euh, du numérique, d'accord, qui peut être négatif ou positif, ou soit seulement positif, d'accord. Vous pouvez, il y a des selon les types, donc il suffit, on va voir, je crois que si je dis pas de bêtises, si je retrouve,
si je dis pas de bêtises, sur un de mes articles, du coup j'ai précisé les types. Là c'est pareil, vous voyez, on a vraiment, c'est le même article sur les 5 7 fondamentaux. Voilà, donc là, différents types qui est en C. Alors, de toute façon, la plupart du temps, vous verrez les noms, que ce soit les langages, ça sera à peu près pareil. Quand on parle de typage, d'accord, ils sont pas embêtés, on va dire, à faire chacun un peu à sa sauce. Au final, vous allez vous retrouver souvent avec les mêmes choses. Donc, on rentre un int, un entier, une string, d'accord, de toute façon, donc selon le langage. Là, par exemple, dans le cas de Golang, si je veux mettre une chaîne de caractères, d'accord, donc une phrase, des mots, des lettres, tout mélangé, d'accord, et même des chiffres, hein, peut être du coup des chaînes de caractères, sauf qu'à ce moment-là, ils vont être interprétés comme des chaînes de caractères. Donc le 1, si vous mettez deux chaînes de caractères 5 et une autre chaîne de caractères 5 et que vous les additionnez, vous n'aurez pas 10, d'accord. Il va falloir pour ça utiliser un typage approprié de façon à ce que du coup la machine puisse faire un calcul. Parce que là, à ce moment-là, ce qu'elle va faire, c'est pas un calcul, c'est ce qu'elle peut faire à ce moment-là, c'est une concaténation. Ça veut dire que du coup, si vos variables 5 sont en type string et que vous l'additionnez par exemple à 5, si on fait genre un plus l'affichage, vous aurez directement les deux chaînes de caractères. Enfin, je ne voulais pas me déplacer. On va essayer de le faire pour voir. D'accord. Donc si par exemple je prends, alors je vais le déclarer directement comme ça, même si je peux l'utiliser autrement, mais ça on va voir après. Chaîne 1, voilà. C'est inversé. Je suis resté trop en C#, quoi. Du coup, c'est inversé. Vous voyez, par exemple, d'un langage à l'autre, le typage. Alors, je crois que je vais le prendre par là. Je vais prendre Rider. Je vais vous montrer. Comme j'ai dit, un peu la vidéo, elle va se baser sur les 5 concepts fondamentaux, mais à un moment donné, voilà, si j'ai quelque chose à dire ou un exemple, tout de suite, je vais essayer de le retrouver. Donc, on va prendre quoi comme petite, comme test? Bon, on s'en fout, on va prendre celui-là. Je sais pas si j'ai une variable ici. Voilà, vous voyez par exemple ici, la différence, alors je vais mettre à côté. Les deux, alors on a le langage C# ici, voilà, qui est utilisé par exemple là dans Unity pour faire des jeux vidéo. Donc on voit que déjà c'est un peu différent, d'accord, on a un principe de classe et tout. Et surtout, alors merde, voilà, sors de là toi. Mais surtout, on voit que le type, vous voyez, il est inversé. Alors là, il a déclaré public, donc ça on verra après plus tard dans tout ce qui est un peu au niveau objet et tout, au niveau de la déclaration. Pour l'instant, on va pas se prendre la tête dessus, on va rester simple, d'accord. Donc c'est vraiment les concepts fondamentaux que vous allez retrouver dans la plupart des langages. Donc on voit qu'on a une variable ici, type int, qui s'appelle timer, d'accord. Et on voit que du coup, le type, il est indiqué avant le nom de la variable. Ça c'est le nom de la variable, alors que là ici, moi c'est inverse. Donc là, mon idéo le souligne parce que je m'en sers pas. Voilà. Donc de toute façon, c'est normal, puisque pour l'instant, on n'a pas continué. Donc là, c'était la petite parenthèse pour montrer la différence. Du coup, vous voyez, on avait deux types, deux langages avec des types, mais par contre, qui ne se déclaraient pas pareil. Ça, on verra ça à la fin de la vidéo, les quelques différences qu'il y aura avec d'autres langages, surtout au niveau de la syntaxe. Par exemple, vous verrez beaucoup de langages qui vont se finir par point virgule, d'accord. En Go, c'est pas obligé. Le Python non plus. Sauf que Python, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut, il y a l'indentation, il y a ça qui rentre en compte. Donc on va prendre deux chaînes, ma chaîne 1, ma chaîne 2, string, ok. Et du coup, chaîne 1, je lui dis qu'elle est égale à 5, hein, et chaîne 2, je lui dis qu'elle est égale à 5 aussi. Mais ça marche pas puisque ce sont des strings, vous voyez, déjà il n'est pas content. Ça va déjà mieux. Si maintenant je fais un print ln de chaîne 1, par exemple, est-ce que je peux faire ça? Apparemment. Vous voyez, vous vous retrouvez avec une chaîne collée. Et vous vous retrouvez pas avec... bon là c'est parce que j'ai mis l'exemple comme ça, j'aurais pu faire le machin, mais... On va même faire mieux, en réalité. On va prendre une autre chaîne de caractères, et là comme ça je vais vous montrer une autre déclaration. Ici, j'ai déclaré directement var, string, le type. D'accord. Mais par contre, Go, avec, si je fais par exemple un 2 points
égale, il va détecter le type automatiquement. D'accord? Il va... Voilà. Vous voyez, la chaîne est une type string directement parce que par rapport à ce que je lui ai envoyé, bah, du coup, il a déterminé directement le type. Maintenant, bah, je vais printer la chaîne. Chaîne est égale chaîne. Voilà, elle est égale à 55. Maintenant, si je reprends la même chose, et que là, on va changer le type. Donc il y en a plusieurs hein, que vous pouvez voir, selon, on va dire, ce sont les bits en fait, donc du coup, 16 bits, 8 bits, 32 ou 64, ça dépendra du coup, ça va influencer sur la taille, du coup, au niveau de combien vous pouvez mettre au niveau valeur maximale, d'accord? Parce qu'on va partir du coup, que ce soit de, si on prend le cas de int, on est en négatif. Si on prend un unsigned, U, avec le U par exemple, ici, du coup ça va nous permettre, on va dire, d'avoir une variable qui va commencer directement, qui ne sera pas négative, ce sera des valeurs qui iront de 0 jusqu'à des milliards et quelques. Si vous avez négatif, du coup, votre valeur elle va se diviser parce que vous allez avoir, par exemple, imaginez 4 milliards, on peut aller de 0 à 4 milliards. Si vous passez en mode négatif, par exemple, eh ben, on va aller de 0 à 2 milliards ou de 0 à moins 2 milliards. Donc vous voyez, on va avoir le même cumul en fait, mais par contre, du coup, il y aura du négatif. Donc tout dépend de votre utilisation, où vous choisissez votre typage qu'il faut. Alors pourquoi c'était important? Alors maintenant, les programmeurs, souvent on va dire, ils s'en foutent un petit peu parce que malheureusement maintenant, nos ordinateurs, ils ont énormément de mémoire et on va dire que des fois, la façon dont la mémoire est gérée, les programmeurs, ils s'en inquiètent plus beaucoup. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses, elles vont consommer énormément, et c'est ce qu'on verra après, de façon, la façon dont, par exemple, on passe des variables à des fonctions ou autre chose, comment des fois on va gagner un peu de temps aussi au niveau performance. Parce que réfléchissez toujours dans votre code que chaque instruction, chaque chose que vous allez faire, du coup, ça va demander un traitement. D'accord? Si vous faites un seul traitement, ça va aller vite. Mais si par exemple sur un seul événement, vous allez effectuer par exemple 10 ou 100 actions, plus vous allez rajouter des actions, plus ça va ralentir du coup au final votre algo, même si des trucs qui vont extrêmement vite. Mais c'est au final, plus vous allez rajouter des traitements, dites-vous, plus il va falloir justement que ça soit exécuté. Donc ça va être utilisé, que ça soit de la mémoire, que ça soit de la ressource processeur. Donc c'est pour ça que c'est bien surtout de réfléchir comment votre algo fonctionne de façon à être quand même performant, surtout parce qu'au fur et à mesure que votre application par exemple va grossir, vous allez avoir de plus en plus de code. Donc si dès le départ vous codez mal, ou que votre application est mal pensée, du coup il y aura des fois des soucis par la suite. Après, c'est normal qu'il y ait des soucis ou quoi que ce soit, ça fait toujours partie de ça, on a toujours des tests, il y a toujours des trucs. On revient sur nos variables. Du coup, j'enlève les strings, j'enlève les pour bien préciser du coup qu'on est sur des integers, mais du coup, j'ai fait n'importe quoi, parce que je ne les ai pas déclarés. Alors, j'aurais pu le faire automatiquement exactement comme j'ai fait là. Hein. Si vous voulez, on peut le faire, hein. Par exemple, puisqu'on a déjà vu la partie en haut. Voilà. Donc quand je dis que la vidéo est longue, là on est juste à 24, c'est les variables. De toute façon, tout c'est séparé en parties, vous regardez la vidéo à votre rythme, vous revenez dessus, ainsi de suite. De toute façon, je vais chapitrer chaque partie directement. Donc 555 et la chaîne, alors du coup, elle, je vais l'appeler int1 et int2. Int result. Et bien sûr, int2 et int3. Int2 et int2, voilà. Ensuite, maintenant, alors, int result est égal, et là on va mettre le int result. On va relancer le code, on va cleaner un peu, comme ça on voit. Vous voyez?
Donc du coup, on a toujours le même comportement, 5 plus 5 en string, ça fait 55. Par contre, 5 plus 5 en integer, du coup avec ce type, on se retrouve à 10. D'accord? Donc on voit qu'on n'a pas du tout la même chose, donc c'est important de bien savoir qu'est-ce que vous mettez dans vos variables pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec. D'accord? Donc là on a vu vraiment les variables, donc vous mettez des valeurs dedans, on met des strings, on met, voilà, on peut mettre coucou, si je mets celui-là, de toute façon il va additionner 5 et coucou, voilà, vous voyez? Donc on met des strings et on peut mettre bien sûr, ensuite plus loin, directement on peut faire notre propre type. Et ça on va le voir tout de suite quand on verra l'appel au niveau de l'API. Ensuite, on va avoir, si je dis pas de bêtises, les structures de contrôle. Gérer les conditions, les boucles et ainsi de suite. Alors là maintenant, on va essayer d'utiliser les structures de contrôle du coup pour expliquer un peu le concept qui va nous permettre d'effectuer différentes actions, traitements en fait de toute façon au niveau de notre code. Donc par exemple, je reçois, on va faire pareil, donc var, on va faire par exemple, allez, ma valeur string, d'accord? On va faire petit string et puis je vais faire ma valeur est égale à coucou. Voilà. Ensuite, si je fais un if, alors il n'y a pas besoin de parenthèse, dans certains langages il y a besoin de parenthèse pour mettre les conditions. Donc là on va avoir directement, parce que c'est lié ensemble, on va avoir les structures de contrôle avec les opérateurs de comparaison, d'accord? Puisque souvent ils sont liés, d'accord? Ça va avec. Pas toujours le cas, mais ça peut... on va l'avoir. Donc, les opérateurs de comparaison, de toute façon, on va les revoir direct et après je vais vous l'expliquer dessus. Donc si ma valeur, par exemple, est différente de coucou, ok? Donc là, c'est ce que je demande avec ce signe. Si c'est différent de coucou, je fais un print, ma valeur est ok. Si je fais else, on fait juste autre chose. Voilà. Donc on voit que du coup, la valeur est knock, d'accord? Parce que c'est bien différent. Ah, j'aurais dû mettre ok. Voilà, parce qu'il est passé de l'autre côté du coup. On va faire égal. Voilà, ma valeur est ok. Et si c'est différent, c'est knock, d'accord? Donc, vous voyez, donc vous avez un exemple là, ici, juste simple d'instruction de contrôle. Ensuite, du coup, j'ai fait une condition de si. Donc le if, ça veut dire si. Si ma valeur est égale à coucou, alors tu fais ça. Sinon, tu fais ça. Ou alors, on pourrait faire un autre truc. On va rajouter un else if. Donc d'abord, il vérifie. Si la valeur est égale à coucou, bah c'est ok. Ensuite, tu regardes si la valeur est égale à stop. Je suis pas très inventif. D'accord. Stop. Ma valeur est stop. Voilà. Dans le cas, du coup, où on va se retrouver, par exemple, dans un algo qui va vérifier plusieurs choses, et d'un coup, par exemple, d'un coup, s'il y a coucou, il doit faire telle chose. Mais s'il y a stop, il doit faire telle chose. Alors là, on peut continuer. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une forêt de if-else. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est très esthétique ou être utilisé, d'accord? Mais bien sûr, voilà, vous pouvez vous retrouver là-dessus. Et on a aussi, par exemple, une autre alternative qui revient à ça. Alors, je vais le garder. Parce que je peux faire, par exemple, ce qu'on appelle un switch case. Alors, le switch case, vous avez vu directement, mon IDE, il a rajouté switch plus l'expression que je dois remplacer et les accolades. L'expression, c'est la valeur. Donc, ça veut dire que là, le switch, il va récupérer la valeur. Ensuite, il va faire un test. C'est exactement comme le if-else. Premier, si c'est égal à coucou, ben, on va faire la même chose. OK valeur, et je vais marquer switch. Marquer switch devant. Comme ça, on verra la différence. Ou alors, je vais le couper l'autre, comme ça, on ne verra pas. Donc là, je fais un print, je fais un autre case. Stop. On fait un break pour stopper à ce moment-là. Switch, ma valeur
j'ai effacé. Ma valeur est stop. Et par défaut, là on va choisir le défaut, donc ça veut dire que si c'est aucune des valeurs que les deux cases ils ont, à ce moment-là, ma valeur est knock. Allez, tout simplement. Je vais couper le if else qu'on a fait, le if else plutôt. Et voilà. On se retrouve, switch, ma valeur est OK. D'accord? Donc si je change stop, je vais mettre stop. D'accord? Donc vous voyez que bon, ça fonctionne. Tout simplement, juste en mettant différentes conditions. Ensuite, comme vous l'avez vu, on a les opérateurs arithmétiques. Avant, dans les conditions, on n'a pas énormément de choses. Je regarde juste que j'ai pas forcément... Il est où mon... J'avais dit opérateur arithmétique. On va voir les opérateurs arithmétiques de toute façon. On va juste voir que j'ai pas zappé. On n'a pas fini avec les structures de contrôle. Donc par exemple, parce qu'on va... on va rester là-dedans avec les opérateurs de comparaison. D'accord? Donc les opérateurs de comparaison, on va reprendre... Il est où mon... L'article. C'est dommage. Je pensais que j'avais gardé l'article là. Eh ben non. Je ne l'avais pas gardé. Dans la, ça, je reprends toujours le même article du coup que j'ai mis sur le blog, que vous pouvez du coup accéder quand vous voulez, du coup, qui est un complément au cours, hein, ça vous aidera. Vous voyez, là, par exemple, on explique du coup au niveau des id, le unsigned, variables et des structures de contrôle. Vous voyez, on a le switch, if else et les opérateurs. Alors, opérateurs logiques. Voilà. Dans les opérateurs logiques, qui sont aussi, faire partie aussi, ça c'est un peu engroupé avec les structures de contrôle, opérateurs logiques et opérateurs de comparaison, d'accord? Parce que c'est, vous allez combiner un peu tout ça directement. Donc, moi, ce que je cherche, voilà. Les opérateurs de comparaison. Ici, vous avez une liste, par exemple, des plus connus que vous trouverez. De toute façon, la plupart, je crois que c'est vraiment comme ça, j'en ai vu d'autres. Opérateur, du coup, le premier vérifie si c'est l'égalité, il vérifie la différence, ça on l'a vu tout à l'heure, mais aussi inférieur, supérieur, inférieur ou égal, ou égal. On va voir un peu ça, et je reviens, je veux mes chiffres. Du coup, ce sera plus facile. Putain, j'ai tout enlevé. Bon, on va aller un peu plus vite. Ah ouais. Je suis feignant, j'ai pas envie de réécrire. Ah bah non, finalement, je vais être obligé d'écrire parce que tout a... Je pensais qu'il aurait gardé, mais c'est pas grave. Donc du coup, bon, c'est pas grave, on va faire un truc très simple. Int 1 est égal à 5, int 2 est égal à 5. Alors, if, du coup, int 1 est inférieur à int 2, voilà. Inférieur. Else if int 1 est supérieur à int 2, d'accord? Supérieur. On en lance notre truc, et il dit bien qu'il est inférieur. Il nous dit bien qu'il est... Ah oui, il est parti. Il nous dit bien qu'il est inférieur, d'accord? Donc du coup, si je mets 10, ah, il réagit pas. C'est marrant ça. Il n'est même pas rentré dans une des deux. Pourquoi? Du coup, je vais rajouter le else. Ni inférieur, ni sup. Voilà, on va faire plus court. Ni inférieur, ni sup. Pourtant, ils ont quand même la même valeur.
voyez le truc? C'est que là, on pourrait dire, mais int 1, il n'est pas inférieur à int 2, par exemple. Mais en fait, en réalité, si on regarde bien, il est ni inférieur, ni supérieur. En réalité, il est égal. C'est pour ça que, par exemple, quand... c'est même pas celui-là. Ah si, je l'ai trouvé. Je vais couper. C'est pour ça que, par exemple, on voit directement ici, on voit l'inférieur, mais aussi on voit inférieur ou égal. Donc là, on va l'utiliser pour voir un peu la différence. Donc, si il est inférieur ou égal, voilà, supérieur ou égal, par exemple, mais normalement, il passera même pas dessus. Voilà. En premier, ben, il dira qu'il est inférieur. Mais c'est pas vrai, puisque de toute façon, bon, ça c'est le message qui correspond pas, puisqu'il n'est pas inférieur. Mais du coup, voilà, on peut voir directement, c'est où vous vérifiez qu'il est en dessous. Donc là, pour rentrer dans cette condition, il faudrait qu'il soit à 9, pour qu'il soit vraiment en dessous de 10. Ou si vous voulez vérifier aussi qu'il soit inférieur ou égal. D'accord? Donc là, par exemple, vous utilisez les opérateurs de comparaison, d'accord? Avec les structures de contrôle, du coup, qui vont vous permettre d'effectuer des vérifications. Ensuite, on peut vérifier avec les opérateurs logiques, d'accord, ils sont deux. À chaque fois, je ne retrouve jamais ma page. Opérateur logique, ou et, d'accord, donc c'est juste pour vérifier plusieurs conditions. Donc si par exemple, je dis que if int 1 est supérieur à 0 et int 2 est inférieur à 10, inférieur à 11, ou inférieur ou égal à 10, print OK, else, knock, c'est pas OK. Pourquoi il a copié deux fois? On a fait une double impression. Donc voilà. OK. Donc, bon, on est bien, c'est exactement ça. Hein. Donc, il vérifie les deux conditions. Si, du coup, int 1 est supérieur à 0 et inférieur à 10. Donc là, il dit OK. Maintenant, si j'enlève ça, là, il dit knock. Parce que, bah, justement, les deux conditions ne sont pas remplies malgré qu'il n'y en ait qu'une. Maintenant, si je rajoute ou, là, il dit que c'est OK. Parce que une des conditions est vraie. Le ou, il va vérifier si une des conditions est vraie. Si une des est vraie, alors c'est bon. Alors que le et, il faut que les deux conditions soient vraies, d'accord, avant de pouvoir rentrer dans cette exécution. Donc je vous rappelle que tout ce qu'on est en train de voir, vous le retrouverez dans la plupart des langages de programmation, que ce soit les contrôles, que ce soit les opérateurs arithmétiques, les variables, ainsi de suite. Comme on a vu après, c'était le type qui changeait. Maintenant, dans les structures de contrôle, on va aussi pouvoir boucler. D'accord? Donc là, dans l'exemple, il y a différents forts. Par exemple, on a un fort tout seul, ok, qui est juste une boucle infinie. Dans certains langages, on les utilise par exemple la boucle while, d'accord, qui est comme celle-là. Dans le Go, il n'y a pas. Mais le for, vous allez le retrouver souvent. Println. Et puis là, par exemple, ce que je peux faire, c'est mettre int. Je vais faire un i est égal à 0, exemple. Et que je fais un i++. Ok. Et que là, je fais i est égal plus i plus i. Tu n'es pas d'accord? Ok. On pouvait concaténer les deux chaînes, mais vous avez vu que là, il n'a pas voulu du tout, parce que le type qui était là, même s'il n'est pas précisé, si vous vous rappelez bien, c'est un entier. Donc je ne peux pas l'additionner à une chaîne de caractères comme j'ai essayé de voulu faire là. Sauf que la fonction println reçoit plusieurs arguments. Donc là, ce que vous voyez là, directement, hein, ça c'est une fonction, on va le voir après, hein. De toute façon il y a marqué devant, juste fonction.
Et comme vous pouvez le voir, hein, je lui envoie un paramètre et elle effectue un affichage. D'accord? Donc la fonction que vous allez appeler effectue telle action. Vous appelez la fonction que vous voulez, ou bien sûr vous pouvez créer des fonctions, de toute façon ça on va le voir. Donc on va tester ça. Là par exemple, dès que je vais lancer mon code, eh ben, il ne va pas s'arrêter en fait. Voilà, ça va continuer. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie en fait. Là ce qui s'est passé, c'est qu'il voilà, il fait juste que afficher tout bêtement, ligne par ligne. Et ça boucle, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Du coup, mais par contre, dans ce système de boucle, par exemple si on prend le cas d'API, comme celle que j'ai faite ou autre, eh ben, elles attendent une réponse. Tant qu'il n'y a pas de réponse, ça s'exécute pas. Donc là, par exemple, imaginez que si je fais if i est supérieur à 10 000, par exemple, on va faire ça. If est supérieur à 10 000, on va se faire un break. Print arrivé à 10 000. D'accord? Ça va vous permettre d'arrêter. Voilà. On n'a même pas vu le truc affiché. Parce que j'ai coupé. Je suis sûr que j'ai effacé mon texte. Eh ouais. Je suis ouf quand même. Print. Voilà. I est égal. Et là on va faire un peu plus court. I. Allez, hop. Fin de mise en page. Voilà. J'ai pas utilisé. Ouais, là par contre, j'ai pas utilisé le retour à la ligne, ce qui fait que c'est dégueulasse parce que j'ai utilisé la fonction print. Print ne fait pas de retour à la ligne. Println fait un retour à la ligne. Donc après, vous voyez, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure parce que vous allez utiliser les fonctions. Donc au fur et à mesure que vous allez être habitué à utiliser le même langage, souvent les mêmes outils, les mêmes frameworks et tout, au fur et à mesure vous allez être habitué à connaître, je me fais mal tout seul, à connaître tout ce que vous avez besoin. Mais vous allez enrichir vos connaissances au fur et à mesure. Donc là, on commence de base. Donc on voit que voilà, là, c'est un peu un meilleur affichage quand même. Et arrivé à 1001, ce qui est arrivé, hein, parce que j'ai dit s'il est supérieur, pas supérieur ou égal. Si je fais supérieur ou égal, on va le refaire. Je pense que vous avez déjà compris ce qui se passe. On va pas jusqu'à 10 001. D'accord? C'est arrivé juste avant. Du coup, là, on voit que on a fait notre boucle et elle peut, elle peut s'arrêter à ce niveau-là. Bien sûr, il existe d'autres forts. Donc je peux prendre le for ici, donc ça c'est l'IDE qui me le propose, hein, de toute façon directement, ou c'est une boucle, tout simplement, ici, qui va aller jusqu'à 10. Donc on va directement là-dedans initialiser une variable integer à 0, et elle va, le i++, donc ça revient un petit peu comme dans les opérateurs arithmétiques, ça va vous permettre d'incrémenter la même variable. C'est ce qu'on a vu là, quand j'ai fait le i++, parce que du coup je l'ai fait mais je ne l'ai pas expliqué. Du coup, dans ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque tour de boucle, i est égal à i plus 1. Donc 1, 2, 3, 4, c'est pour ça que ça s'incrémente et que ça ne s'arrête pas. Parce que ça fonctionne de cette façon-là. À un moment donné, vous pouvez aussi vous retrouver avec un tableau de données. Parce que là, on travaille avec des variables assez simples, hein, on est juste au début. Mais à un moment donné, comme par exemple, j'ai pu le montrer dans certains exercices avec la grille, elle est où mon... Voilà. Quand vous recevez plus de données, comme ici, on va faire l'exemple en plus avec le Go par exemple ici, Generate client, je choisis le Go, vous voyez, il me propose directement Insomnia un code, je vais l'implémenter ici, ok, et on va l'exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir un peu dans le code? Donc là, il utilise une librairie, il a rajouté un truc en plus, avec une fonction, donc ça c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est un truc que je vais utiliser, qui nous permet de faire tout simplement une requête, d'accord, vers l'API. Donc là, ça a été généré tout bêtement. Donc ici, on prépare la requête et tout. Ensuite, bien sûr, le header qui va aller avec. On récupère, au moment où la requête est effectuée, on récupère les données reçues de l'API. Ensuite, c'est juste la mettre en forme au final pour pouvoir... Voilà, c'est-à-dire que ce sont des données que l'on reçoit sous un certain format. Donc du coup, après, elles sont traduites dans un autre pour pouvoir être lues et utilisées. Donc là, on est en mode vraiment simple, où justement, on se retrouve avec une variable qui ont typé en byte, d'accord? Donc on se retrouve avec un tableau de données, et ensuite que l'on va juste afficher tout bêtement.
Pour l'instant, il n'y a aucun traitement là-dessus. On va se retrouver avec une chaîne de caractères JSON. Voilà. Qui est, en plus de ça, comme vous voyez, directement quand on le reçoit en console, c'est pur, hein, tout est collé, tout est machin. Ce n'est pas mis en forme comme là. Malgré que ça soit un JSON, vous voyez quand même que c'est quand même plus facile à lire, mine de rien, dans un logiciel adapté pour pouvoir lire. Vous voyez, malgré que voilà, ça reste que des valeurs, des chiffres, dans des accolades, des tableaux, d'accord, parce que c'est rangé d'une certaine façon pour pouvoir justement être traité par d'autres développeurs de l'autre côté. C'est-à-dire que ça, c'est le but. Donc, du coup, c'est le format JSON qui va nous permettre de faire circuler des informations si on discute avec une API. Nous, on va s'en servir puisque du coup, on va essayer de mettre en forme un peu ce genre de choses. Donc, du coup, on va continuer avec la suite qui est une fonction. Alors, la vidéo arrive déjà à 45 minutes. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais déjà essayer de finir cette partie-là au niveau surtout des fonctions. Comme ça, en réalité, je vais enchaîner après une deuxième vidéo directement où on va commencer à coder en utilisant l'API avec ce que l'on vient de voir dans cette vidéo directement en manipulation. Donc je vais essayer de voir si je dev les deux en même temps de vidéo, mais parce que histoire de ne pas faire une grosse vidéo quand même non plus d'un coup, parce que si je rajoute plus de code sur celle-là, finalement, je remarque qu'il y a déjà trop d'explications. On va se faire une fonction assez simple. D'accord, donc on va la déclarer fonction et je vais l'appeler addition. Voilà, tout simplement. Ça fait rien de ouf. Hein. Et en réalité, une fonction, alors où elle peut avoir des paramètres ou pas, d'accord, ou en retourner. Tout dépend en fait de ce que fait votre fonction. C'est-à-dire que la fonction, elle va avoir besoin de paramètres. Donc là, c'est ce qu'on va voir parce qu'elle va additionner. Et on voudrait avoir le résultat de cette addition. Donc il va falloir nous retourner le résultat. Donc là, je peux préciser directement le type de retour. Du coup, ça me permet de faire un retour 5, d'accord, par exemple, imaginez. Et que si je fais un println de ma fonction, allez, on close ça, ça me donne 5. Donc elle fait exactement ce que je lui ai demandé, donc c'est très bien. Maintenant, on va faire autre chose. Moi, j'ai envie que je te donne des valeurs, et c'est toi qui vas me les additionner. Donc je vais mettre value 1, et c'est un int, et je vais faire value 2, et c'est un int. Et là, par exemple, au lieu de mettre int, je vais utiliser results pour vous montrer que du coup, on peut aussi utiliser un nom de variable directement. Alors en gros, on peut aussi retourner plusieurs variables. D'accord? Je crois que d'autres langages aussi le font, pas tous. D'accord? Mais en gros, vous pouvez retourner plusieurs variables directement. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on voit déjà que la fonction, ça a changé. Il est rouge. D'accord? Donc si j'essaie de compiler, d'accord, ça je ne l'ai pas montré, et il n'est pas du tout content. Donc souvent, vous aurez la ligne. D'accord? Donc il me retourne à la ligne 8. Et il nous dit du coup que il y a besoin d'arguments quand même parce qu'elle veut des arguments, la fonction est autant. Et moi, j'en donne pas. 5 et 5. Bon, tout va bien, ok. Donc là, ça marche. Et je peux lancer mon code. Et par contre, ça retourne toujours 5. Donc du coup, on n'a pas modifié notre fonction. Donc c'est pas trop grave. De toute façon, on le voit ici, il dit bien que c'est pas utilisé. Maintenant, si je fais un result est égal. Alors, j'ai pas besoin de faire un deux points égal, parce que ici en réalité elle est déjà typée. Donc au niveau de la fonction, Go il comprend tout de suite que de toute façon result c'est un int, donc je peux directement assigner la valeur dedans direct. Pas besoin de le déclarer comme ça. Donc, mais de toute façon l'idée il vous le dit tout de suite s'il y a quelque chose ou au niveau de la compilation s'il y a un souci, donc c'est ça, c'est l'avantage au niveau de code. S'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, ça ne démarrera pas, ça ne compilera pas, d'accord, tant que vous n'avez pas réglé votre souci. Donc vous êtes bloqué tant que vous n'avez pas corrigé. Et là je vais faire value 1, value 2. Ok, et bien sûr on va retourner. Alors comme c'est result, je n'ai pas besoin de retourner, je peux retourner result, mais étant donné que result, c'est pareil, hein. Donc du coup la fonction, quand tu sais pas... Non, c'est retourne, je fais n'importe quoi. Donc du coup, comme il sait que c'est result ici, le retourne, de toute façon ça sera tout seul. Mais on peut le préciser. Là, à ce moment-là, ça fait exactement ce que je veux. Donc je peux essayer, je vais mettre un 100. Cool. Pareil, pas mal. Maintenant, on peut essayer de rajouter un autre paramètre.
on va l'appeler hop. Et on va lui dire que c'est une string. Voilà. Maintenant, on va utiliser un switch case. Et je vais faire hop. Et si case est égal à plus, tu fais ça. Si c'est égal, on va juste en faire deux, moins, on peut en faire, vous avez compris le principe de ce que je veux faire, de toute façon, voilà, ça se ressemble un peu à une calculette. Et moins, et bien sûr ça j'enlève. D'accord? Donc normalement si je mets plus et moins, voilà, donc maintenant il veut une opérande, puisque je ne lui ai pas donné. Donc si je lui précise plus, ça marche bien. Si je mets moins, vous voyez qu'on se retrouve avec une valeur négative, d'accord? Parce que j'ai utilisé un int, d'accord? On va essayer de voir si ça... Je sais pas si des fois ça peut le faire. Parce que des fois même en forçant, uint. Donc là il veut le même type pour pouvoir additionner, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Vous voyez que là déjà on a un résultat qui n'est plus du tout pareil, parce que du coup au niveau du typage, c'est plus... c'est du coup plus la même chose, donc vous voyez que vous vous retrouvez avec un résultat complètement incohérent. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire gaffe à ce que vous faites et au typage, parce que d'un coup, vous voyez, vous vous retrouvez avec un comportement qui n'a plus rien à voir. Parce qu'on essaie de soustraire, du coup, 5 à 5, on essaie de soustraire 100. Donc la logique, de toute façon, là, ça aurait utilisé vraiment le int par rapport dans ce genre d'opération, puisque de toute façon... voilà, le but c'est qu'on opère sur quelque chose là à un moment de logique. Donc du coup on reste avec le int parce que 5 moins 100 ça fait bien moins 95. Donc du coup on reste là-dessus. Donc voilà. Donc là vous avez un exemple tout bête de comment on peut faire une calculette très simplement, et on a utilisé ici, du coup on a vu les fonctions, les opérateurs arithmétiques, opérateurs de comparaison, toutes les structures de contrôle et les variables. Ces choses-là, vous les retrouverez dans la plupart des langages de programmation que vous ferez, que ça soit Python, que ça soit du JS, que ça soit du PHP, que ça soit... voilà. Vous aurez du coup cette base-là. Et ensuite, bien sûr, ce qui va changer, c'est différentes, du coup, par rapport à certains langages. Là, ici, vous avez des langages de programmation qui peuvent être orientés objet, donc ça, on le verra aussi par la suite. Du coup, c'est juste une nouvelle façon de... Voilà, c'est une façon de fonctionner. La syntaxe qui va beaucoup jouer, du coup, parce que comme on a vu, du coup, on a vu que, du coup, par exemple, en C#, le type était précisé avant et pas après. Oui, mais c'est quelques différences, mais quand vous connaissez, ben voilà, c'est juste le temps de s'adapter à la syntaxe du nouveau langage et les nouvelles, un peu les petits trucs. Mais comme ça, si vous avez des bases, vous pouvez passer d'un langage à l'autre assez facilement. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas vous cantonner à un seul langage de programmation selon ce que vous faites. Vous serez obligé d'utiliser... pourquoi je suis parti si loin? Vous serez obligé d'utiliser plusieurs langages selon ce que vous voulez faire, parce que voilà, tous les langages vont être adaptés. Voilà, ils ont été conçus de toute façon par des développeurs qui avaient un besoin. Et du coup, beaucoup des langages vont être adaptés dans un certain domaine, plus que d'autres. Voilà, donc selon vos besoins, vous prenez tel ou tel langage. Donc moi par exemple, voilà, avec le back-office, j'ai beaucoup de Go, où il peut avoir aussi du Node.js en JavaScript, mais le JavaScript, je vais l'utiliser aussi au niveau front, que ce soit par exemple pour des applications mobiles, ou même un site web. Vous allez aller voir Python qui va faire pareil, on va pouvoir faire des scripts en Python, des petits programmes du coup en ligne de commande. Hein. N'oubliez pas que les programmes en ligne de commande, tous les petits services qui existent au niveau de l'ordinateur sont importants. Il n'y a pas que des applications avec des interfaces graphiques, parce que beaucoup de choses fonctionnent aussi en back-end et en arrière-plan, mais ces codes-là sont très importants. Donc la programmation, ce n'est pas... voilà, il n'y a pas que... Il n'y a pas que l'apparence, il n'y a pas que l'interface et tout, il y a tout le fonctionnement en fait qui est derrière. Donc j'espère déjà que cette vidéo elle vous a plu. De toute façon, on va passer à la suite. Ensuite, on va utiliser tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour pouvoir effectuer des petits exercices avec l'API qu'on va voir dans la prochaine vidéo que je sors. Donc jusqu'où, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin avec le langage Go, n'hésitez pas d'aller sur mon blog où il y a du coup ma formation programmation level 1, d'accord, qui est arrivée il y a très peu de temps, qui est à 20 € et qui est disponible à vie.
de contenu sera rajouté et aussi personnalisé selon les demandes et les besoins de ceux qui suivent la formation, donc ça c'est pas un souci. Donc vous pourrez aller plus loin avec le langage Golang et bien sûr la programmation. Si vous êtes à l'aise avec ces bases, si vous avez bien compris que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir la formation, elle est faite pour ça, à un prix ridicule vraiment, il restera comme ça, de toute façon je ne vais pas changer, et elle sera disponible à vie, et il y a du contenu qui va être rajouté. Donc voilà, on en a fini du coup pour la première partie, parce que je vais dire vraiment que c'est la première partie, et on se retrouve pour la deuxième partie bientôt, sur les bases de la programmation. Je vous dis bonne semaine et merci pour le visionnage. Et n'oubliez pas le pouce, ça aide toujours. Et bonne continuation dans votre apprentissage. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas le Discord. À bientôt.